le monde. On est parti pour, un peu plus d'une demi-heure de discussion. Je suis ravi que vous nous accueilliez finalement, parce qu'on est chez vous. On est ensemble pour, aborder tout un tas de sujets autour de votre carrière, votre vision sur les sujets, d'actualité, d'IA, votre, rôle dans, la tech, française, ce renouveau de la tech française et s'il y a des questions dans le live, on va devoir me les poser parce que je ne les ai pas accès directement. Et c'est parti. Encore merci de nous recevoir. Je voudrais commencer par parler bien sûr de votre parcours, mais j'aime bien, je sais que vous aimez bien les chiffres et les dates. Du coup, je vais reprendre quelques aspects. Vous aimez bien dire que votre carrière se découpe en tranches de vie de 10 ans. Est-ce que vous pouvez nous les résumer très succinctement? Ouais, c'est facile, 10 ans de recherche, Mmh. 10 ans de start-up, parce que dans ces 10 ans de recherche, je suis parti aux États-Unis au milieu. Donc 10 ans de start-up dans la Silicon Valley et 10 ans de grosses boîtes dans la Silicon Valley. Alors je dis boîte américaine, mais c'est HP, Apple et puis Samsung, donc c'est pas vraiment américain, mais on a monté les labos de recherche de Samsung en, en Silicon Valley. Et puis là, depuis 2021, j'ai commencé mes 10 ans de grosses boîtes françaises. Nous aussi. Vous comptez vraiment faire 10 ans? Ah oui, je ferai 10 ans, je fais à chaque fois 10 On ans, il s'y n'y a pas tient. de raison. Sur la partie startup, il y a une date qui vous tient à cœur, c'est le 9/9/99 à 9 heures. Ce qui me permet peut-être de résumer quelques activités startup. Parce que... Ouais. C'était là, en fait, j'étais à la fin de mes années de recherche, Ouais. puisque c'est les années 90, c'était les 10 ans de recherche, et les années 2000, on a commencé les années de start-up. Mais c'est vrai que c'était de la recherche très appliquée. Au SRI, Stanford Research Institute, c'est un CNRS compact, on va dire, Ouais. dans la Silicon Valley. Et le 9/9/99, donc le 9 septembre 99 à 9h09 du matin, on s'était amusé à montrer les 9 projets sur lesquels on avait travaillé pendant les 7 années précédentes. Et donc, c'était des projets qui, par eux-mêmes, pouvaient porter des startups. C'est-à-dire que c'était des petits projets, mais intéressants. Alors, je qualifie de visionnaire aujourd'hui, c'est pas très modeste, mais bon, c'est comme ça. Et donc, effectivement, on a présenté ça à la presse. C'était des choses comme on parle aujourd'hui de réalité virtuelle. On avait fait des trucs en réalité virtuelle. On parle de choses comme des assistants vocaux. On avait fait, globalement, c'était une des présentations de Siri, même si Siri, on avait présenté ça en 97. Donc, bon, voilà. Donc, 9 projets rigolos, un peu innovants, un peu différents, une voiture intelligente, un frigo intelligent, tout ça dans un écosystème, parce qu'on tous parlait grâce à Internet. Donc voilà, c'était vraiment une vision d'un monde nouveau, un monde connecté, qui en 99 Oui, il n'était faut pas se vraiment resituer dans encore là, cette quoi. époque-là Voilà. où on Il n'y était. avait pas de 3G, il n'y avait pas d'internet autre que avec des fils. Il y avait à peine du Wi-Fi. Il n'y avait pas de GPS. Et nous, on montrait une voiture donc connectée qui naviguait une map, une carte. Donc c'était, on peut dire, c'était visionnaire quand même. Il faut arrêter d'être modeste. Et certains d'entre eux, du coup, ont vraiment été des pierres angulaires pour des startups que vous avez incubées. C'est pas forcément le terme à l'époque, mais Ouais, c'était... justement, c'est pas le terme à l'époque, mais on en a créé le deuxième incubateur Ouais. de la Silicon Valley. Le premier, il avait été créé par Paul Allen, le fondateur de Microsoft, qui avait créé un incubateur qui s'appelait Interval. Donc c'était un peu, on avait pris un peu le modèle d'Interval avec une petite différence, c'est que Paul Allen avait mis 100 millions de dollars dans l'incubateur, nous on a mis 1. Donc c'était pas tout à fait pareil, c'était plus modeste, mais plus efficace en fait. Parce qu'on s'est retrouvé à créer dans les années 2000 5 startups, 4 ont bien marché. Un ratio de 80%, le ratio de Paul Allen était égal à 0. Le trick de ce que je comprends, c'est le côté tu peux venir, mais une fois que tu lances la startup, tu ne peux pas revenir. Exactement. Donc Parce c'était que la la sécurité. différence à intervalle. Il y avait un filet de sauvetage, Ouais. c'est-à-dire que il y avait des mecs très forts, très brillants, ils partaient dans les boîtes, mais bon, ils étaient plus ou moins motivés. Et si ça marchait pas, ils pouvaient revenir à l'intervalle. Nous, on a fait Forcément. donc le même concept avec sans le filet. C'est-à-dire que s'ils partaient dans la startup, ils partaient dans la startup. Et s'ils réussissaient pas, ils faisaient autre chose. Et c'est pour ça que je pense qu'on a eu 80% de succès quand Paul Allen, pour intervalle, a eu 0% de succès. Ça reflète un petit peu finalement
l'écosystème Silicon Valley que vous appréciez, on se lance, on prend des risques, mais il n'y a pas de filet de sécurité. Ouais, il n'y a pas de filet de sécurité. De toute façon, le risque fait partie de l'innovation, hein. Le risque fait partie de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on apprend en se plantant. C'est comme quand on fait du vélo, hein. On apprend quand on tombe. Et ben c'est pareil. Et donc c'est un truc qu'on comprend pas bien en France. On a peur du risque, on a peur de l'échec, on a peur de. Enfin, l'échec ici, c'est rédhibitoire. C'est-à-dire qu'après, on vous classe une petite case, le nul. Là-bas, si vous échouez pas, c'est bizarre. C'est-à-dire qu'il y a un truc louche, ouais. Donc il faut quand même échouer un peu pour réussir. Autre date, pas forcément directement la vôtre, mais 5 octobre 2011, qui est censé être la date de la mort de Steve Jobs, mais qui a un petit lien avec vous. J'insinue pas que vous avez... C'est pas moi qui l'ai tué, non, j'ai pas tué Steve Jobs. Mais ça a un lien avec la manière dont vous avez travaillé chez Siri, finalement, parce que à peu d'intervalle près, c'est là que vous avez vraiment lancé la création de Siri. C'était 4 octobre 2011, donc la veille. Donc en fait, ce qu'on nous a dit depuis, alors ça fait partie de la légende ou pas, mais qu'il tenait jusqu'à ce que Siri sorte, parce que c'était son bébé, et il est mort le lendemain. Mais c'est vrai que c'est son bébé dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, Siri date de 97, hein, donc c'est loin de 2011, hein, c'est 14 ans avant. Mais personne n'avait bien compris, en fait, Siri. On ne comprenait pas exactement comment l'utiliser et tout ça. Et Jobs, en 2009, a vu la boîte Siri, hein, c'était une des startups, et il a dit, c'est rigolo. Surtout là, maintenant en 2009, on est 2 ans après le lancement de l'iPhone. L'iPhone, c'est quand même globalement un micro qui bouge, hein. Et donc il s'est dit, ça serait bien d'avoir un petit assistant dans ce micro, quoi. Siri original était un desktop, hein, c'était sur un ordinateur. Donc après, évidemment, on l'a passé sur mobile quand les mobiles sont arrivés, ça paraissait évident, mais c'était encore plus évident avec l'écosystème Apple et tout ça. Donc lui, il a bien vu que c'était cet assistant. Il a vu ça contre tous ses lieutenants, hein. Ses lieutenants n'avaient rien compris. Et lui, il a vraiment vu, c'était vraiment lui qui a poussé. Bon, de toute façon, c'était pas difficile qu'il pousse des trucs, hein, parce que de toute façon, c'était un dictateur de base. Donc, il a bien poussé, il nous a intégrés dans le machin. On était évidemment en mode secret Apple, hein, comme on peut imaginer. Mais c'était très intéressant. C'est une expérience super de tout développer de scratch, hein, parce qu'il y avait jusqu'au cloud. le cloud, il y avait le iCloud, mais ça n'avait rien à voir. C'était juste de la musique. Enfin, je sais pas dérogatoire ce que je dis, mais on peut pas faire de compute dessus. Et pour Siri, il fallait compute dans le cloud. Donc c'était bien. On a construit ça de scratch. Donc on a fait avec toutes petites équipes, hein. On était une quinzaine au départ et on s'est retrouvé à 85. Bon, 85 même, c'est pas beaucoup, mais c'était quand même une équipe intéressante qui faisait de tout du cloud au front-end. Donc, c'était une super expérience. J'aime bien le côté no hard feelings, parce que quelques années avant, je crois que Steve Jobs vous avait dit c'est de la merde votre projet. Ouais, mais c'était un autre projet, évidemment, hein, c'était pas celui-là, mais effectivement, la première rencontre en 2003 avec lui, c'était passé moyen, on va dire, parce qu'on travaillait sur un truc dont je peux pas parler, en fait, pour des raisons légales, mais on travaillait sur un truc on était très fiers de lui montrer, et il est parti au bout d'un quart d'heure en disant que c'était de la merde. Bon, ces lieutenants qui étaient là avec lui, deux d'entre eux sont restés, et puis on dit, vous en faites pas, c'est Steve. Ouais, bon, il peut être poli quand même, quoi. Je reprends quelques chiffres. Si je vous dis 15 millions, 80 millions, 300 millions, plusieurs milliards après, j'imagine que vous savez de quoi je parle. Ouais, c'est la fierté globalement de faire des produits pour les vrais gens. Ouais. Parce qu'à la fin, c'est ce que j'aime faire, c'est ce que je fais. Je fais des produits, enfin pour moi, si, mais pour des vrais gens, pour que ça leur serve à quelque chose. Donc j'ai commencé quand j'avais 9 ans à faire ma première machine, qui était la machine à faire le lit. C'était pour un vrai gens, c'était pour moi, parce que j'avais pas envie de faire mon lit. Donc ça marchait pas, hein, mais j'ai fait ce robot, c'était rigolo. Donc j'ai commencé comme ça. Et puis après, une des startups que j'adore, qui est pour moi le plus beau projet qu'on ait jamais fait, en fait, et qui a été un projet très très compliqué pour les geeks. Je pense qu'on a eu tous les geeks de la Terre qui ont utilisé ce truc-là, et c'était 15 millions de geeks qui l'ont utilisé. Donc ça, c'était dans les années 2000, 2005.
Et puis après, donc, c'était Orb Networks pour ceux qui ont utilisé. Après ça, effectivement, je suis rentré chez HP, c'était des imprimantes. On a fait des imprimantes connectées, les premières imprimantes connectées. Dès la première année, 80 millions d'imprimantes connectées vendues. Après ça, bon, Siri, effectivement, au lancement, 300 millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, 500 millions d'utilisateurs. Et puis après, Samsung, on passe dans une échelle encore supérieure parce que là, c'est tous les objets connectés de Samsung. Et là, on se retrouve avec des milliards d'utilisateurs, effectivement. Vous avez navigué entre vos deux amours qui est on va dire, l'IA au sens large et l'IoT. Ouais, ce qui pour moi est la même chose, Ouais. parce que franchement, l'IoT, c'est quoi? C'est Internet of Things. On veut que les things, les objets qu'on va connecter, on veut qu'ils soient connectés à nous. Et cette connectivité est compliquée. Et donc, c'est de l'intelligence artificielle dans le sens où il faut récupérer les signaux humains pour que ces objets communiquent avec nous ou qu'ils communiquent entre eux. Donc, c'est compliqué. Donc, l'AI, enfin, l'intelligence artificielle, l'IA en français, est quelque chose qui, enfin, parce qu'elles sont plusieurs, multiples et variées, c'est effectivement des outils qui permettent d'améliorer ces communications, que ce soit donc entre humains et machines, ou avec les machines, entre les machines. Donc si on... Je déballe un petit peu dans la partie IA, alors je sais que vous pourrez peut-être dire intelligence augmentée qu'intelligence artificielle, où il y a plusieurs intelligences artificielles, mais j'ai l'impression que vous êtes dans la team optimiste, un utilisateur au quotidien des IA. Il y a même chez vous, je crois que c'est bardé d'objets. Qu'est-ce qui vous rend optimiste aujourd'hui et pour la suite, et finalement, pourquoi est-ce qu'il y a cette vague aussi un petit peu de pessimisme, presque de peur, de frein? Je suis optimiste parce que je m'éduque sur les capacités de l'IA. Donc déjà, je sais que ces capacités sont limitées, donc j'ai fait effectivement ça de l'intelligence augmentée, parce que ces outils augmentent notre intelligence en général, d'accord, sur les domaines pour lesquels ils viennent nous aider. Encore une fois, ce sont des outils qui viennent nous aider pour des tâches particulières. Donc, quand on les utilise correctement, je suis optimiste parce que ça augmente effectivement nos capacités. Maintenant, je ne suis pas complètement idiot, c'est-à-dire que je sais très bien que comme tous les outils, on peut les utiliser à bon escient, mais aussi les utiliser à mauvais escient. Un marteau, je peux l'utiliser pour planter le clou, c'est super, ça marche super bien, c'est mieux que moi, mais je peux l'utiliser pour vous taper sur la tête. Et donc, l'outil est potentiellement dangereux, mais pas tout seul, il est dangereux en fonction de comment on l'utilise. Donc, c'est les humains qui sont dangereux. Et les humains, il y en a des gentils, il y en a des méchants. Et donc, ces outils-là, comme ils sont très puissants, on peut les utiliser effectivement à mauvais escient. Alors, pas au point de faire de la science-fiction un peu trop exagérée comme on en fait de temps en temps, mais c'est vrai qu'on peut faire des deepfakes, on peut faire des fake news, des machins qui sont potentiellement dangereux pour la démocratie, pour l'humanité. Donc, il faut faire attention et il faut être surtout critique sur ces machins-là. Mais il ne faut pas non plus rentrer dans des délires à la Elon Musk et autres personnes qui écrivent n'importe quoi pour juste dire que c'est dangereux parce que c'est dangereux. C'est pas les IA qui sont dangereux, c'est nous. Ouais. Et vous y croyez un jour à cette accessibilité à une intelligence artificielle générale, une AGI? Alors l'AGI n'existera jamais, c'est très très clair pour moi, autonome, c'est juste impossible. La voiture autonome niveau 5 n'existera jamais. Donc tous les trucs qui sont globalement idéaux, le machin qui marche tout le temps, qui est extraordinaire, qui est incroyable, ou qui ressemble à l'humain, ça peut pas exister. C'est une sorte de continuum qui n'existe, qui n'est pas possible. Les IA, comme j'ai dit, ce sont des IA qui sont très très performantes dans chacun des domaines pour lesquels on les fabrique. D'accord, donc elles sont meilleures que nous par définition même de l'outil, parce que elles nous battent sur ces trucs, que ce soit au jeu d'échecs, que ce soit pour voir des gens dans la nuit, pour voir. Enfin, il y a plein de. Les IA prises une à une en tant qu'outil sont meilleures que nous. Maintenant, ce continuum qui est notre continuum, nous, on est continu en quelque sorte dans tous les domaines. On est capable de la ramener sur n'importe quoi, surtout nous, les Français. Et donc, du coup, c'est ça qui est compliqué. C'est le fait de pouvoir élargir ce champ avec une seule IA, d'élargir le champ. Il ne peut pas y avoir une seule IA. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment parler d'intelligence artificielle. Si on a à donner une définition pour une intelligence artificielle, ce sera une boîte à outils. Et donc, il faut que je l'ouvre et que je sorte tous les outils qui sont dedans, le marteau, le tournevis, la scie, qui sont des outils complètement différents et qui, entre eux, n'ont aucun rapport, en fait. On le voit d'ailleurs, il y a eu toute cette vague d'IA générative, mais les choses commencent à se respécialiser. On veut revenir vers des modèles peut-être plus faciles, moins coûteux à faire tourner, plus spécialisés sur le domaine. Alors, les IA génératives, elles sont un peu spéciales parce qu'elles sont faites pour être fine-tunées.
on dit. Hein, Oui. donc, on fait du fine-tuning. Ça veut dire qu'on garde quand même la grosse IA qui a été créée et qui est effectivement pas du tout frugale. Donc, malheureusement, il faut ça comme modèle de fondation. Et après, effectivement, on les fine-tune sur des trucs particuliers, sur des domaines particuliers. Et c'est très bien parce qu'on parle de, de pertinence qui sont très faibles hein, au départ, parce que la pertinence d'un ChatGPT 3.5, c'est 64%. 64%, c'est faible pour un spécialiste, quel qu'il soit. Mais bon, il est censé être généraliste, mais il n'est pas bon. D'accord Parce que 36% d'erreurs, c'est quand même un peu embêtant. Mais effectivement, quand on est fine-tune, ces modèles, et ils sont faits pour ça, hein, parce que c'est super facile de les fine-tuner, donc de rajouter nos propres données, en quelque sorte, pour un domaine particulier, là, elles deviennent très, très pertinentes et elles deviennent incroyables. Mais effectivement, on retrouve cette histoire de Oui, spécialisation historique. et de non-continuum, et donc de fait qu'on ne fera pas de l'AGI avec ça. On parle souvent que l'IA générative est presque une révolution. Moi, je pense, enfin, c'est plutôt une évolution. La révolution est peut-être plus côté design, enfin, entre les mains d'un plus grand nombre d'utilisateurs. Ouais, bah, je pense que c'est assez facile à expliquer. En fait, c'est effectivement une évolution. Hein. L'IA existe depuis 1956. Il y a eu des pas, des paliers, il y a eu des hivers, il y a eu des problèmes, il y a eu des trucs super, des évolutions. Là, on a une évolution assez rapide depuis à peu près, bon, déjà, ça date pas de l'année dernière. Hein, il faut être clair, les IA génératives datent de 2017. Donc, ça fait quand même déjà 6 ans. Mais ça a évolué par rapport au machine learning d'avant, au deep learning d'avant. Mais c'est toujours data, data, data. Hein. C'est data-driven avec beaucoup, beaucoup de données, avec beaucoup de statistiques. Mais bon, c'est intéressant. Mais effectivement, si on parle de révolution dans ChatGPT ou dans Midjourney ou dans ces outils-là, bah, il n'y a pas vraiment de révolution de l'IA. Par contre, il y a une révolution de l'interface. La révolution dans ChatGPT, c'est le chat. C'est le fait que ça donne accès à n'importe qui. Et tout le monde peut utiliser ces outils d'une manière très, très, très simple, en juste les interrogeant en langage naturel. Donc, elle est là, la révolution. Elle est que si on a eu 100 millions d'utilisateurs en 2 mois, en janvier-février 2023, c'est parce que ben, on avait ce chat et que tout le monde pouvait les utiliser, ces outils. D'ailleurs, vous dites que pour une fois, on ne s'est pas planté de nom sur la Ouais. générative. Ouais, c'est très bien en fait, parce que bon, l'IA, je pense qu'on s'est planté de nom. Hein, donc en 1956, quand ils ont appelé ça intelligence artificielle, ils auraient dû appeler ça machine learning, ils auraient dû appeler ça système expert, enfin tous les trucs qu'il y a eu après globalement, parce qu'il y a rien d'intelligent dans l'intelligence artificielle, mais il y a rien d'intelligence humaine, on va dire. Mais donc on n'aurait pas dû appeler ça IA, mais bon, c'est comme ça, on appelle ça IA depuis 67 ans, donc on va continuer. Mais du coup, là, pour l'IA générative, on ne s'est pas trompé parce qu'on aurait pu appeler ça, on aurait pu avoir la tentation, et d'ailleurs certains le font toujours, appeler ça IA créative. Et ça aurait été une grosse erreur et ça aurait été aussi difficile à expliquer après aux gens. Déjà que c'est difficile à expliquer aux gens aujourd'hui que c'est pas magique. Si en plus on avait appelé ça IA créative, là, ils auraient dit, bah, ça y est, c'est fini, on peut tous mourir, ça va nous remplacer et tout ça. Alors que ces IA ne vont pas nous remplacer, elles vont encore une fois nous aider, être des outils absolument extraordinaires qui nous permettent d'être encore plus performants dans nos travaux parce que ce sont des IA génératives qui exacerbent notre créativité. À travers ce fameux prompt, donc ce chat, ça nous permet de faire des trucs incroyables. Moi, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas faire des trucs comme ça. Et si je demande à Midjourney de me dessiner une vache verte sur la Tour Eiffel, c'est la création, elle est là, elle est dans la vache verte sur la Tour Eiffel. Cette idée un peu débile de la vache verte sur la Tour Eiffel, c'est là la créativité. Après, ça va me générer effectivement des vaches vertes sur la Tour Eiffel. Ça va me générer 10, 20, 30, 50. Je vais en prendre, je vais les réintégrer dans l'outil pour les malaxer, pour faire quelque chose qui ressemble à l'idée originale que je m'en étais faite. Peut-être que je prendrais une qui n'était pas exactement l'idée que je m'en étais faite de cette vache verte sur la Tour Eiffel, mais la créativité reste de mon côté et la génération et le fait que ça fait des trucs beaucoup plus vite que ce que moi j'aurais pu faire et surtout beaucoup plus joli. Et il faut comprendre que, par exemple, pour les designers qui peuvent avoir peur d'utiliser ces outils parce qu'ils se disent, oh là là, ça va me remplacer, ça ne les remplace pas, ça va encore une fois exacerber leur créativité. Mais il faut se remettre dans le contexte d'il y a une vingtaine d'années, 25 ans, quand Photoshop est arrivé, c'était la même chose. Je veux dire, je suis passé de la planche à dessin à Photoshop, et Photoshop, ça me permet aujourd'hui de faire des belles boules bien comme il faut, avec les beaux ray tracing, les machins, les belles couleurs, les belles ombres, etc. Que si j'avais dû faire ça sur le papier, je me serais fait chier comme un rat mort. Quoi. Clairement. Alors, du coup, bon, aujourd'hui, on parle énormément de ce sujet-là. Votre vision des choses sur les futures évolutions de ce domaine, vous avez
Prédiction, Alors, je suis idée. pas Elon Musk, hein, donc je fais rarement des prédictions débiles, mais du coup, il y a quelque chose dont on va pas pouvoir s'en priver, s'en empêcher. Vous le disiez tout à l'heure, le problème de ces IA, c'est qu'elles prennent énormément de data et elles sont pas du tout frugales. D'accord? Donc, on veut spécialiser les modèles. Alors, aujourd'hui, on le fait pas trop, justement, on fait la spécialisation post-fondation. C'est-à-dire qu'on utilise quand même des trucs qui sont très, très gros. On les utilise toujours. Donc, il va falloir se calmer avec ça, parce qu'on utilise trop de données, trop de ressources. Quand on a des centaines de GPU qui tournent pour créer un modèle pendant des semaines, c'est pas sustainable, je sais plus comment on dit en français, durable. Mm. Donc ça, c'est pas possible. Donc il va falloir qu'on se débrouille, qu'on se démène pour trouver des techniques qui vont nous donner les mêmes performances, parce qu'on va vouloir les mêmes genres de performances, mais avec des modèles beaucoup plus petits, et dès le départ spécialisés, certainement. C'est-à-dire qu'au lieu de faire du fine-tuning, peut-être qu'on peut dès le départ spécialiser les modèles et avoir des trucs aussi intéressants. Donc on ne sait pas le faire très bien aujourd'hui, mais bon, je pense que c'est ce vers quoi il faut aller. Il faut utiliser certainement beaucoup moins de données, il faut utiliser aussi des techniques qui marchaient bien dans les années 60, 70, et qui sont les systèmes experts à l'époque, hein, donc tout ce qui est les IA logiques, qu'on a oublié aujourd'hui. D'accord, parce que c'est la facilité, c'est d'utiliser des données, d'utiliser ces modèles. Donc il va falloir certainement à un moment donné hybrider tout ça et se rappeler ce qu'on faisait, et donc faire ces modèles hybrides qui seront certainement beaucoup plus frugaux. Donc je pense que c'est vers là qu'on va aller, parce que de toute façon on n'a pas le choix. Parce que de toute façon, si on continue à rajouter des données avec 2700 milliards de données pour un ChatGPT, je veux dire, on ne peut plus tellement aller beaucoup plus loin. Ouais, clairement. Je voudrais ouvrir une autre page. En fait, on parle beaucoup de vous, Luc, comme chercheur, trouveur, avec beaucoup de steps dans votre carrière. Mais au final, vous avez travaillé dans des grandes structures, dirigé de grandes équipes. On ne parle pas beaucoup du Luc manager, leader. Vous êtes quel type de leader, de collègue au quotidien? Ouais, alors déjà, j'aime pas les grosses équipes. Donc j'aime bien, je suis peut-être pas loin du cambouis, d'accord? C'est-à-dire que je suis un faiseur avant tout aussi, hein. C'est-à-dire qu'il faut que je vois les trucs qu'on développe, et donc on est assez proches. Bon, je suis pas un gars sympa, je veux dire, parce que j'aime bien faire les trucs, j'ai non, là, il faut pas exagérer non plus, mais j'ai des visions, on va dire, sur ce que je veux, et je veux y arriver. Et donc du coup, bon, je suis pas au quotidien. Je pense que si vous parlez à mes gars, ils vont vous dire que des fois, je suis un peu, je presse un peu, on va dire. Mais le seul chiffre qu'on peut donner, c'est, et je le voyais encore récemment, une des personnes avec qui je travaille depuis maintenant 1998, c'est le nombre de gens qui, chaque fois que je vais quelque part, viennent avec moi. Voilà, donc, et ça, c'est beaucoup. Donc, ils me suivent en général. Surtout aux États-Unis, là, quand je fais mon bouger à Renault, c'était un peu compliqué pour les gens qui étaient dans la Silicon Valley. Mais sinon, dans toutes mes boîtes, en fait, start-up et grosses boîtes, j'ai tout un groupe qui me suivait à chaque fois. Donc, quelque part, ils ne doivent pas être complètement malheureux. On sait à quoi s'attendre, mais on sait aussi qu'on va créer des trucs. Ouais, on va créer des trucs. Et puis, c'est vrai que finalement, la récompense, moi, je suis pas dans le show de savoir que c'est moi qui l'ai fait. Je veux dire, je suis content, je disais tout à l'heure, je suis fier d'avoir plein de gens qui utilisent nos produits, mais c'est pas moi. Je veux dire, c'est le collectif, c'est nous. Et donc ça, je pense que ça se transpire dans ce qu'on fait. Bon, ça va certainement du fait que j'étais sportif de haut niveau, et c'est l'esprit du sport aussi. Pour moi, c'est une équipe, quoi. Et votre dada, c'est la technologie, c'est de créer des choses. Mais pour que les produits que vous créez aient de l'impact, j'imagine qu'il faut s'entourer d'autres personnes. Vous travaillez avec, je sais pas, des product managers, des designers, etc. Et c'est intéressant aussi ça, parce que c'est je crois, une de mes caractéristiques que je vois pas beaucoup autour de moi, c'est la multidisciplinarité. Ouais. C'est-à-dire que j'essaie de m'entourer de gens qui sont pas comme moi. Ça sert à rien. Je suis déjà là. Donc si on est tous pareils, on va faire la même chose. Donc et donc du coup, c'est un peu bizarre, mais j'ai appris ça il y a très longtemps, hein. J'ai appris ça pendant que je faisais ma thèse. J'attendais un gars pour manger un jour, et il était en retard, et j'aime pas les gens en retard, mais bon, ça c'est autre chose. Mais du coup, c'était la bibliothèque de Jussieu, là, c'était pas très loin, et donc j'attendais ce gars, et sur la table de cette bibliothèque, il y avait un livre sur la physiologie du chat.
Et j'aime pas les chats, je déteste les chats, j'ai aucun intérêt sur les chats, mais au bout d'un moment, donc, je m'emmerdais et il faut dire les choses, donc je prends ce bouquin et je commence à feuilleter ce livre sur les chats. Et puis je tombe sur la description de la vision du chat, de l'œil du chat. Et j'étais en train de travailler à ce moment-là, c'était pendant ma thèse, j'étais en train de travailler sur la perception justement de comment les ordinateurs peuvent percevoir des tableaux, en l'occurrence. Là. Et donc, la compréhension que j'ai eue quand j'ai lu l'article, c'était que c'était exactement le contraire de ce que j'étais en train de faire dans les algorithmes. Donc, bon, le gars arrive pour bouffer, le soir, je rentre chez moi et j'applique ce que j'ai compris de cette vision du chat et ça multiplie par 1000 les performances de mon algorithme. Et c'est ce jour-là que je me suis dit, bon, t'aimes pas les chats, ça t'intéresse pas, mais il y a quand même des choses intéressantes chez les autres. Donc, et depuis ce jour-là, et dans mes équipes, que ce soit au SRI au début, enfin dans toutes mes équipes, j'essaie de mettre des gens différents. Et alors là, il ne faut pas le dire trop fort pour les RH, mais j'ai une politique de l'inconfort. Alors, on n'est vraiment pas vraiment inconfortable, hein, mais la politique de l'inconfort, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'essaie de faire aux gens des trucs qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Et de regarder les choses avec un prisme différent. Parce que quand vous regardez les choses avec un prisme différent, vous avez des différentes solutions. Et l'innovation, c'est ça. C'est pas faire ce qu'on fait tous les jours. Donc, c'est un de mes problèmes dans la recherche fondamentale, les gens qui font que le même truc tout le temps. Ça, moi, je peux pas, j'arrive pas. Tandis que quand on fait cette recherche appliquée où on a des gens qui arrivent avec ces prismes qui te disent mais non, mais t'as pas bien vu le truc, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Et donc, quand on arrive à montrer ces différentes directions, c'est là qu'on innove et c'est là qu'on fait des trucs différents, des trucs débiles, des fois, mais qui marchent. J'aime cette philosophie. J'ouvre un dernier chapitre sur votre retour en France, dans un groupe français. Vous cachez pas votre engouement pour la Silicon Valley, pour les années que vous avez passées là-bas. Mais est-ce qu'il faut voir dans votre retour dans un environnement français, un groupe français, un début de vague de retour des têtes pensantes françaises vers... Vous savez, depuis 10 ans, depuis 2013, avec Fleur Pellerin qui a créé la French Tech, avec la BPI, avec toutes ces initiatives qui sont des excellentes initiatives, ça a permis de revitaliser un peu l'écosystème français dans l'entrepreneuriat, le petit entrepreneuriat. Et ça, c'est super. Hein. Je veux dire, donc, je suis pro-French Tech, je suis un ambassadeur de la French Tech dans la Silicon Valley, parce qu'en fait, je n'ai pas quitté la Silicon Valley. J'y suis toujours, même si je viens travailler ici de temps en temps. Et je travaille pour Renault de toute façon. Mais donc, la France a effectivement à nouveau cette fibre à l'entrepreneuriat. C'était enfin une fibre française depuis très longtemps, mais on avait un petit peu perdu peut-être. Et là, on a revitalisé ça depuis 10 ans. Et c'est vrai que c'est très, très agréable. Et c'est vrai qu'il y a des gens de la Silicon Valley qui reviennent. Alors, au gré des crises aussi, hein, en 2007, il y a eu la crise des subprimes. Après, là, avec le Covid, il y a encore une autre vague qui est rentrée. Donc, ils rentrent régulièrement. De temps en temps, et puis des questions familiales aussi, etc. Bon, bref. Donc, il y a des gens qui rentrent régulièrement. Là, c'est vrai qu'ils ont ils partent moins. C'est-à-dire qu'ils vont aller faire des stages un peu longs et des trucs comme ça dans la vallée, puis ils reviennent ici pour justement animer cet écosystème qui est très, très vivant et très intéressant. Donc, je pense que je me pose souvent la question, est-ce qu'il y a 30 ans, quand je suis parti aux États-Unis, s'il y avait eu cet écosystème, est-ce que je serais parti ? Et je ne sais pas, je ne crois pas en fait. Je crois qu'il y aurait eu les opportunités ici grâce aux outils dont je viens de parler juste avant. Okay. Et du coup, il y a la French Tech aujourd'hui, c'est quelque chose... Enfin, il y a énormément de... C'est facile de créer une entreprise, d'être entrepreneur, on a des financements faciles. Mais qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? J'ai l'impression que c'est le next step qui nous manque, c'est le déploiement plus à l'échelle. Et ça, bon, j'ai pas la recette, hein, je peux pas dire quelle est la façon de le faire correctement, mais effectivement, c'est le scale-up qui manque. On a plein de startups, hein, donc on fait des startups, elles sont super, il y a des trucs géniaux, elles se font racheter. Et on a très peu toujours de licornes, ce qu'on appelle licornes. Donc il y en a qui arrivent à lever 100 millions, et puis donc du coup ils deviennent des licornes et ils sont évalués à 1 milliard, des choses comme ça. Donc il y en a quelques-unes, mais je crois que depuis que la French Tech existe, on en a compté 25 à peu près, bon, c'est dans ces eaux-là. Il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus.
parce que je pense qu'elle le mérite. Et je pense qu'il y a des technologies qui sont effectivement intéressantes et qui pourraient faire ça. Donc, comment on fait du scale-up? C'est compliqué, c'est une histoire de financement quelque part. C'est cette Donc, prise de risque au final, c'est cette aversion au risque ouais, c'est peut-être? ça. Donc, il y a dans la Silicon Valley, les VC, les venture capitalistes, les gens qui donnent des sous, c'est vraiment des capital risqueurs. D'accord? Dans son capital risque, on appelle ça souvent comme ça. Ici, en Europe, c'est plus compliqué. Alors, c'est pas le rôle de la BPI de faire ça. La BPI va pouvoir donner le premier million et puis aller jusqu'à 10 millions, peut-être des choses comme ça. Mais bon, on veut pas que l'État mette 100 millions dans une boîte. Je veux dire, ça serait complètement ridicule. Donc, ce capital risque est quelque chose qui n'est pas peut-être dans l'esprit européen, en gros, et donc c'est peut-être pour ça qu'on n'arrive pas. Je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudrait qu'on ait quelque chose comme ça pour pouvoir passer à l'échelle et avoir ces startups qui deviendront des scale-up et qui puissent donc se déployer. Il y a un autre problème aussi que je vois, mais là, c'est mes analyses à 2 balles. Hein. Moi, j'y comprends rien, mais c'est ce que j'ai l'impression qu'il se passe. Mais on n'a pas de marché non plus ici en Europe. Donc, c'est super compliqué. Parce que le grand marché européen dont on est arrivé dans les années 50, moi, je suis pro-européen des années 50. Je ne suis pas pro-européen des années 2020 parce qu'on n'a pas créé ce marché, il n'existe pas. Et c'est dommage parce que du coup, ce soi-disant marché de 400 millions de personnes en Europe, il est complètement fragmenté. Les règles de Bruxelles, ils s'occupent de la taille des tomates. Et il y a toujours des règles locales en Hongrie, en France, machin, ils ont leurs propres règles. Et en fait, c'est compliqué pour une boîte d'aller dans ces différents pays. Et en plus de ça, il y a la barrière de la langue. Donc, quand je compare avec les États-Unis, avec 330 millions de personnes cette fois-ci, qui vont plus ou moins équivalent en taille, il y a 0 frontière entre les États, hein, parce que entre les États, il n'y a pas de frontière commerciale, et il y a surtout 0 barrière de la langue. Donc, évidemment, ce marché est beaucoup plus balkanisé chez nous, beaucoup plus compliqué, et en Chine ou aux États-Unis, ils n'ont pas ces problèmes. Ouais. L'accès au marché est d'autant plus simple. Voilà. Il y a un petit paradigme que je voudrais craquer avec vous, et je sais qu'il nous reste quelques minutes. Vous dites que les Français sont parmi les meilleurs dans les mathématiques, médaille Fields à la clé, etc. Mais en parallèle de ça, beaucoup d'études montrent que le niveau scolaire en mathématiques baisse drastiquement en France. Ouais. Je voudrais bien comprendre votre... Ouais, alors, bon, le problème, c'est que c'est les trucs de Shanghai, là, tous les systèmes de notation... Bon, c'est fait pour les Chinois aussi, hein, donc c'est fait en fait pour les Américains, parce que c'est eux qui trustent les 10 premières places de toute façon, où il y a peut-être un anglais dans l'histoire. Mais ces notations-là, c'est compliqué, parce que c'est sur le nombre de papiers dans les universités. Moi, je suis pas, voilà, je suis pas trop, je suis pas trop inquiet par la note elle-même. Par contre, ce qui est sûr, c'est que notre système éducatif en général laisse beaucoup de gens sur le côté. D'accord? Donc ça, je sais pas le régler, moi, je sais pas comment on fait, mais on a un problème social, on a un problème de laisser des gens sur le côté. Par contre, les gens qui arrivent dans les élites, donc maintenant ceux qui ont passé toutes les étapes, qui ont la chance d'arriver jusqu'à ces grandes écoles, ces grandes universités, etc. en France, on crée des élites extraordinaires. Donc, c'est pour ça qu'on est numéro 1 à Médaille Fields, c'est pour ça qu'on est les meilleurs du monde. On n'est pas parmi les meilleurs, on est les meilleurs. Donc, on est les meilleurs du monde, on est du coup les meilleurs du monde en IA, parce que on a ces élites qui sont extraordinaires. Maintenant, comment on fait pour ramener, faire en sorte que ça soit à tous les étages? Moi, j'ai pas la solution, mais c'est vrai qu'il faut la trouver, la solution, parce que j'ai l'impression qu'effectivement, on perd de plus en plus de gens. Et ça, c'est triste, parce que on a quand même un système éducatif qui est capable de créer ces élites, donc quelque part, il a bon. Mais comment on raccroche tout le monde au wagon, je ne sais pas. Okay. Dernière question, on se quitte. Il y a comment dire, vous êtes maintenant dans un grand groupe chez Renault. Je sais que vous ne pouvez pas forcément parler de ce que vous faites au quotidien, mais vous avez dû passer, j'imagine, des messages au CEO pour justifier l'apport que vous pourriez avoir. Comment est-ce qu'il faudrait peut-être se réorganiser? Quels conseils conseils vous pourriez donner à d'autres grands groupes pour franchir une certaine inertie et vraiment accélérer sur des sujets d'innovation? On a créé un truc là à l'intérieur de Renault qui s'appelle la Software République, qui est en gros une sorte de start-up interne, qui crée des start-up internes, des projets qui sont managés comme des start-up. D'accord? Donc, où on a un peu de liberté, où on fait des choses avec des partenaires. Donc, la Software République, c'est des partenaires avec des gros, hein, donc des Thales, des ST, des Orange, donc compliqué, mais un peu exprès, parce qu'eux, ils ont les mêmes problématiques. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'extraire des idées et des gens de ces groupes-là,
avec lesquels on vient les mélanger avec des startups, des vraies startups, et on fait ces projets comme ça en mode startup, où les startups viennent nous mettre des coups de pied aux fesses en fait pour faire avancer les trucs, parce qu'eux, ils n'ont pas le choix, sinon ils vont mourir. Hein. Et donc ces projets-là, on en a fait, je sais pas, une dizaine, une vingtaine en 2 ans. Et c'est relativement intéressant parce que quand ils aboutissent, ils aboutissent à des sortes de joint ventures, des choses qui peuvent rentrer aussi dans des business units de ces différents grands groupes, ou alors d'augmenter les startups avec lesquelles on travaille. Donc il y a plein de business models possibles, mais du coup on fait des trucs, des vrais projets qui amènent finalement un retour sur investissement intéressant et rapide. Parce qu'un de mes dadas aussi, c'est de faire du développement rapide et de pas juste passer des années à réfléchir et à se bouffer le nez sur des décisions. Donc on décide, on a c'est des dictatoriales, je sais pas comment, dictatures de base, hein, ces trucs-là. On a un gars qui décide et puis ça part. Puis après, bon, on se plante pas. On a arrêté des projets, hein, et c'est justement, on essaie d'insuffler un peu cet esprit, ce fameux esprit de la Silicon Valley dont on parlait tout à l'heure, sur ces projets-là. Donc voilà, c'est ce qu'on montre. On fait ça, en gros, c'est du développement par l'exemple. C'est des petits, et puis après, peut-être que ça inspire. On crée l'envie, on crée une dynamique. Exactement. Super intéressant. Il est 45, je vous ai promis de vous libérer à cette heure précise. Un grand merci pour votre temps, pour tous ces enseignements. À titre personnel, c'est aussi une petite fierté de pouvoir passer un moment avec vous. Donc un grand merci. Avec plaisir. Et pour tout ce que vous faites aussi pour la communauté. Donc merci pour ça, et merci à tous de nous avoir écoutés, de nous avoir pris ce temps avec nous. On mettra le replay à disposition pour tout le monde, et rendez-vous pour les prochaines aventures. Dans notre cas, ce sera le 14 décembre pour un nouvel événement sur les produits data. Encore merci Luc, et à bientôt. Avec plaisir, merci.